Bonjour à tous, bienvenue dans le podcast de Renard, un nouvel épisode avec Pascal. Salut Pascal. Salut Matt, ça fait plaisir d'être là. Ouais, ça fait plaisir de faire un nouveau podcast avec toi. On va parler un peu de la pêche en grand lac, Ouais, carrément. une pêche que tu affectionnes, on l'a vu il y a pas très longtemps. Oui. Je vais te laisser te présenter pour commencer. Alors oui, effectivement, donc moi j'ai 42 ans, je suis marié, j'ai 2 enfants. Ça fait quelques années que je pêche la carpe depuis la fin des années 80. Alors je fais pas que pêcher dans la vie, hein, je suis enseignant à la base, donc j'ai un petit peu de temps pour pêcher, donc ça c'est plutôt bien, je suis enseignant à l'université. Et puis j'ai une deuxième activité aussi, voilà, je fais de la vidéo. J'ai commencé par la vidéo de pêche et puis je suis parti après sur la vidéo un peu plus professionnelle et puis j'ai monté ma boîte à côté de mon activité d'enseignant et depuis quelques années ça me prend pas mal de temps, Donc, donc j'essaie de jongler. dans les vins, c'est ça? Alors oui, je suis plutôt dans les domaines en Bourgogne parce que moi j'habite à Dijon. J'ai l'occasion d'être dans les vignes et avec les vignerons et voilà, j'ai commencé à faire des vidéos dans ce milieu-là et c'est vrai que ça me plaît bien. Et puis c'est un autre milieu que la pêche, mais c'est très intéressant aussi. Voilà. En tout cas, on est super content de t'avoir dans l'équipe. Ça fait combien de temps que tu es chez les Renards? Bah, c'est gentil, ça fait 2 ans que maintenant je suis chez les Renards. C'est un grand plaisir parce que déjà toute l'équipe, en plus on est à l'occasion du social ici, donc ça fait plaisir de voir un petit peu tout le monde. Et puis ça pêche, tout le monde pêche fort, chacun dans son domaine, donc ça c'est déjà génial. Et derrière humainement, je trouve ça top parce qu'on retrouve des gens qui sont très simples et qui savent vivre et on est content de se retrouver et de partager des moments. Donc ça fait vraiment plaisir d'être rentré chez les Renards. En tout cas, ta spécialité à toi, c'est plus la pêche en grand lac. On va en parler aujourd'hui dans la deuxième rubrique. C'est parti. On est parti pour la deuxième rubrique, entrer dans les coulisses de la pêche en grand lac avec Pascal Kolik. Alors on va parler donc de la pêche en grand lac, des poissons, du comportement alimentaire, etc., de pas mal de choses. On va peut-être commencer par détailler un peu le sujet et nous dire ce que toi tu aimes pratiquer, dans quel genre de milieu tu aimes pratiquer et pour toi, qu'est-ce qu'un grand lac? Alors effectivement, ouais, les grands lacs, c'est vraiment les lacs qui m'ont tout de suite plu. Au tout début, j'ai pêché des gravières un peu plus sauvages, mais c'est déjà ce côté sauvage qui m'a après orienté sur les grands espaces. Je suis peut-être quelqu'un d'un peu solitaire aussi au départ. J'ai beaucoup pêché seul. J'ai fait mes armes un peu tout seul. Et puis ces grands espaces, ça m'a assez vite attiré, à la fois par le côté décor. C'est vrai que moi, j'affectionne vraiment les grands lacs où il y a du relief avec des montagnes. On se retrouve dans un cadre déjà qui apaise, je trouve les sens, apaise l'esprit, se retrouver au bord d'un lac de montagne, pour moi ça m'apaise, ça me calme, j'ai l'impression d'être vraiment dans mon élément. Et puis derrière, il y a le côté mystère en fait, qui m'a toujours intrigué sur ces lacs-là. Je me suis orienté sur des lacs où il n'y avait pas vraiment de connaissances en termes de cheptel. On avait quand même quelques échos, j'avais quelques échos que des carpes existaient, qu'il y avait des poissons qui étaient faits, mais pour autant, je me suis orienté sur des lacs où il y avait plein de choses à découvrir. Et je pense que c'est vraiment ce côté sauvage et découverte, en plus du cadre, qui m'a plu et qui m'a poussé à y retourner. Et pour tout te dire, quand j'ai commencé à pêcher vraiment les grands lacs, notamment alpins, je calculais mon temps de trajet pour arriver aux bonnes heures le matin, pour pouvoir voir s'il y avait de l'activité. J'en avais les frissons, rien que d'arriver, descendre de la voiture, ça me mettait vraiment les frissons. Je me posais comme un gamin devant le sapin Noël, quoi. C'était à chaque fois un peu cet esprit-là. Et puis ça m'a pas trop quitté en fait. Quand j'arrive sur un grand lac sauvage, je retrouve cette envie, ce bien-être. C'est vraiment aussi un bien-être. C'est pas une thérapie, mais j'ai lu dans les commentaires l'autre fois sur la magie des lacs quelqu'un qui a dit franchement, on a l'impression de passer un moment avec toi et c'est apaisant. Et ça m'a fait plaisir parce que moi, c'est un peu vraiment ce que je recherche dans ces lieux-là, on va dire, en plus du mystère. Donc on va détailler cette pêche-là, ta pêche à toi, tes techniques et tes stratégies. Mais pour préciser, on va essayer de parler simplement et seulement sur les lacs alpins, parce que finalement, en France, aujourd'hui, des grands lacs, on en retrouve plein de différents, avec différents biotopes. Et pour pas trop s'éparpiller, on va parler principalement des lacs alpins. Très bien. Alors, tu nous as dit que ce qui t'attirait aujourd'hui dans ces lacs-là, tu as pas eu peur de te lancer dans cette recherche de carpe alors que finalement tu n'avais pas vraiment d'infos? Non, c'est presque un défi en fait. C'était presque un défi au début de se dire voilà, j'ai un terrain de jeu qui est extraordinaire, pas beaucoup de personnes qui sont là pour pêcher les carpes, pas énormément d'informations. Et c'est presque un défi. Alors, pour être assez franc, sur la première année, c'est lac alpin. Moi, j'habite Dijon, donc c'est pas forcément les lacs sur lesquels je vais assez facilement. Il faut quand même quelques heures de route pour y aller. Donc, j'ai fait des sessions de plusieurs jours. Alors, je pêchais pas forcément la nuit, je pêchais le jour. J'essayais de trouver, voir si les poissons bougeaient, etc. J'ai pas pris beaucoup de poissons au début, hein. Sur les premières années,
J'ai passé plus de temps à prendre des coups de soleil et à essayer de trouver les poissons qu'en faire. Et pour tout te dire, la première année où j'ai attaqué les Grands Lacs, alors je ne saurais plus dire exactement l'année, mais j'ai dû faire une touche, si je dois cumuler sur peut-être 20 ou 25 jours consécutifs de pêche, une touche que je finis par casser dans des blocs rocheux. Donc pour autant, ça m'a... Il faut rester motivé dans ces conditions-là. Ouais, mais le défi était là. J'avais envie de voir un poisson de ces lacs-là parce que c'était quelque chose, je sais pas, je m'étais fixé un défi, je pourrais pas l'expliquer. J'étais poussé naturellement à retourner dans ces espaces et c'était un jeu naturel magnifique, quoi. Est-ce que tu peux nous dire s'il y a des précautions à prendre quand on attaque ce genre de milieu? Parce que finalement, c'est des lacs qui sont magnifiques, hein, comme on l'a dit. Les Mhm. lacs alpins, c'est souvent des eaux transparentes, des eaux translucides. Mhm. Mais c'est aussi parfois des tempêtes, des conditions, beaucoup de profondeur d'eau. Oui. Euh, pour... est-ce que tu pourrais nous donner quelques conseils, en tout cas à ceux qui nous écoutent? Oui, alors je suis d'accord avec toi, il faut faire attention. Alors tous les grands lacs d'une manière générale, même les grands lacs de plaine, hein, à partir du moment où c'est des grandes étendues, dès que les vents s'engouffrent, ça devient dangereux, entre guillemets, donc il faut déjà un bon bateau. Alors si moi je fais un flashback, les premiers bateaux dans lesquels je suis monté pour aller sur les grands lacs alpins, si je devais le refaire aujourd'hui, je serais pas fier de le faire. Donc aujourd'hui, le matériel a énormément progressé, donc avoir un bon bateau, c'est hyper important, la première chose. Le gilet de sauvetage, évidemment, le mettre le plus possible, avoir vraiment proche du bateau ou sur soi en permanence. Aujourd'hui, les gilets Fox, voilà, on les sent plus, on les met autour de soi, on les sent plus, on peut dormir avec, il n'y a pas de souci. Et après, le conseil que je pourrais donner, la précaution, c'est que quand la passion est là, parfois on en oublie un peu la raison. Hein, c'est l'adage qui est une citation bien connue par rapport à ça, mais ça fait oublier la raison. Mais quand il y a du vent, et notamment dans les lacs alpins où il y a du relief, on a tendance à avoir des vents tourbillonnants. Les vents s'engouffrent, tournent énormément, où il y a des croisements un petit peu des différents courants ou des thermiques, on appelle ça des thermiques, des vents chauds et qui descendent dans les reliefs, et du coup, ça devient très dangereux en bateau. On a l'impression que le vent est continu, et quand on arrive dans des zones, on se fait vraiment, vraiment chahuter. Et si on a un bateau à fond plat, si on n'a pas de quille, si on prend le vent de travers, ça peut vite être compliqué. Donc pour moi, la précaution, c'est facile à dire maintenant, parce que j'ai fait un peu mes armes, mais c'est rester plutôt, allez, si possible, près du bord. Lorsque le vent est très très fort, prévoir un coup du bord pour justement ne pas avoir à sortir en bateau, aller affronter des conditions qui sont déraisonnables par moment. Il faut savoir dire, bah là, tant pis, j'ai une touche, j'essaie de faire le poisson du bord, s'il se met dans un herbier, j'irai le chercher quand ça ira mieux, ou j'essaie de le faire évidemment, mais ne pas prendre de risques trop inconsidérés, parce que malheureusement, chaque année, peut-être pas chaque année, mais il y a des drames qui arrivent assez trop souvent, malheureusement, on va dire. Tu nous as parlé également du fait que parfois c'est dur, surtout au début, Oui, avant de trouver les poissons. oui. Est-ce, comment tu as réussi à comprendre véritablement le comportement alimentaire des poissons, par où ils arrivaient, où est-ce qu'ils se nourrissaient, parce que c'est des lacs qui sont profonds souvent, Oui. dans quelle couche d'eau ils se nourrissaient. Comment tu as réussi véritablement à déterminer ça? Est-ce que c'est le fait d'arriver à faire des touches dans certaines profondeurs, par exemple, Mhm. ou alors c'est le fait de les voir? Alors effectivement, dans ces lacs-là, la pression de pêche peut être moindre, ce qui n'est pas tout le temps le cas hein, partout, mais il y a quand même des lacs alpins où la pression est présente. Mais le premier mot d'ordre, c'est l'observation. Et l'observation, voilà, il faut passer du temps. Je passais du temps le jour, la nuit. J'ai beaucoup aussi fait les bords de berge la nuit pour me poser au fond d'une baie, écouter, essayer, voir, voilà, essayer de prendre des informations le plus possible. C'est déjà essayer de les voir ou les entendre, parce que le marsouinage, le saut, Donc la localisation, la déjà. localisation, c'est vraiment l'élément clé dans un premier temps. J'ai passé énormément de temps sur des endroits où le cheptel est faible. Donc quand le cheptel est faible, c'est d'autant plus compliqué. Mais là où c'est encore plus compliqué, et tu l'as dit, c'est la profondeur d'eau. C'est pas parce qu'à un moment donné, tu les vois à un endroit que tu vas forcément les faire. Les alpins, par définition, effectivement, le relief est important. Quand on voit des poissons qui marsouinent et qu'il y a 20 ou 25 mètres d'eau à 5 mètres du bord, la pêche devient compliquée. Et pour autant, les poissons ne viennent pas forcément s'alimenter dans les 5 premiers mètres. Donc c'est quelque chose, il faut trouver la bonne couche d'eau. Parfois, on a des grosses désillusions. Moi, ça m'est arrivé de faire des jours complets avec des poissons qui sautaient devant moi à 10 mètres de moi, avec des poissons magnifiques, et ne pas prendre un poisson pendant plusieurs jours. Ne pas pouvoir les faire mordre. Alors là, tu parlais de nourriture naturelle. Qu'est-ce qui fait à un moment donné que les poissons sont là et que tu n'arrives pas à les prendre? Les crevettes, notamment les petites crevettes d'eau douce qui sont en suspension. Je me suis rendu compte que voilà, c'est ce que les poissons venaient chercher. Et j'avais à l'époque aucune arme pour les contrer. Dans des couches d'eau où il y a 20 mètres d'eau, les poissons étaient là, j'arrivais pas à les prendre. Donc parfois on est là, on voit les poissons qui se manifestent devant soi et pour autant on n'arrive pas à les faire mordre. Et c'est toute la difficulté parfois dans ces lacs-là.
c'est de trouver la couche d'eau et de savoir comment les faire mordre. On pourrait penser que des poissons sauvages ou qui sont pas beaucoup pêchés sont faciles à prendre. Là où il y a de la profondeur, c'est pas tout le temps le cas. Et tu nous as parlé de nourriture naturelle. Est-ce que les poissons, finalement, ils ont un comportement alimentaire qui est différent des autres biotopes, comme des lacs de plaine ou des lacs de barrage? Alors différent, je sais pas, parce qu'on retrouve quand même à peu près toujours le même support, enfin les mêmes types de nourriture, on va dire. Ok. Hormis alors, les crevettes d'eau douce qui sont assez particulières quand même sur les Alpins, où j'en ai trouvé beaucoup, et peu en lac de plaine, même si j'ai pas une énorme expérience des lacs de plaine. La nourriture naturelle, quand elle est en suspension, voilà, ça devient très compliqué de faire les poissons. Après, on est quand même sinon sur les mêmes types de nourriture naturelle, tout ce qui est moule, tout ce qui est escargot, tout ce qui est nourriture sur le fond, écrevisses, ce genre de choses. Là, dès qu'on arrive à trouver des concentrations de ce type de nourriture sur ces lacs-là, on a une valeur sûre parce qu'on sait qu'on a une couche d'eau dans laquelle on risque de toucher des poissons. Et du coup, parfois, il vaut mieux aller sur ces endroits où la nourriture naturelle est présente plutôt que se fier aux poissons que l'on voit actifs, mais qui sont dans des couches d'eau où ils sont difficilement prenables. Donc, jouer la carte de la raison et se dire, à un moment donné, je vais essayer de comprendre quand est-ce qu'elles passent sur les zones où je peux les prendre, plutôt que de perdre du temps sur les zones où elles se Essayer de les déplacent, où prendre. elles sont en train de manger des choses où elles sont imprenables, quoi. Est-ce que tu peux nous dire également si il y a des périodes qui sont plus propices à attaquer ce genre de lac, ou alors on peut les pratiquer toute l'année Alors, pour avoir des résultats, hein, bien sûr. oui, oui, oui. C'est vrai que à partir du mois d'avril, mars-avril, dès le début du printemps, je pense que c'est quand même les poissons qui bougent assez tôt. Mais bon, c'est pas si simple que ça. Moi, j'ai tendance à les pêcher plutôt quand j'ai du temps, c'est-à-dire en été. Oui, Mon métier fait que voilà, j'avais plus de temps à bien donner sûr. dans ces moments-là. Mais l'automne est une période aussi qui est intéressante, selon le marnage, si c'est un lac naturel ou artificiel. Mais ça va quand même être peut-être plus facile au moment où elles font leurs réserves, où elles commencent à manger très très tôt en général. De toute façon, dès le mois de septembre, c'est intéressant de pouvoir aller pêcher. C'est là qu'on peut faire des grosses pêches, quoi. Et est-ce que tu as constaté qu'il y avait des météos ou alors vraiment des périodes qui sont propices à la capture de poissons dans ces lacs-là? Oui, 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 oui. De toute façon, d'une manière générale, à partir du moment où, Est-ce que ça se regroupe peut-être avec d'autres eaux? oui, oui, on retrouve à peu près les mêmes règles, c'est-à-dire que si on est sur une phase vraiment où il fait très très chaud, les pressions sont très hautes, pendant un moment, notamment sur la période estivale où j'ai beaucoup pêché, à partir du moment où on a une baisse de pression très forte, accompagnée de pluie, d'orage, de vent, ça va brasser les couches d'eau, ça fait un petit peu aussi dégonfler un peu la vessie natatoire des poissons qui ont tendance à s'alimenter un peu plus. Et c'est vraiment des conditions qui sont propices. Par contre, souvent, c'est beaucoup de vent, beaucoup de pluie, donc Des conditions plus compliquées. conditions plus compliquées, mais on peut véritablement. Parfois, j'ai souvent tendance à dire que en Grand Lac, ça passe sur on ou ça passe sur off. Typiquement, la dépression, quand les pressions sont hautes depuis un moment et qu'il n'est pas tombé beaucoup d'eau, la dépression plus la pluie, c'est vraiment un interrupteur qui fait passer les poissons sur on. Est-ce que tu peux nous dire également s'il y a des zones qui sont plus propices que d'autres? Parce qu'on a parlé des profondeurs, tu nous as dit que Mhm. il était parfois plus intéressant d'aller pêcher des zones où il y avait de la nourriture naturelle Oui, plutôt que d'aller essayer de prendre des poissons dans des immensités. oui. Est-ce qu'il y a des zones qui sont plus propices, les têtes de lac, les queues de lac, Alors oui, de toute façon, de la même ou manière alors que sur les. des changements de profondeur peut-être? Alors aussi, c'est-à-dire qu'on retrouve la même chose, c'est-à-dire que les queues de lac, les arrivées d'eau, les zones proches de barrages, les empierrements, les gros blocs rocheux qui peuvent être intéressants à pêcher, un peu comme dans tous les lacs. Après, à partir du moment où il y a la profondeur, j'allais dire, il y a une vraie barrière psychologique. Sur les Alpins, j'ai déjà fait des poissons jusqu'à 21, 22 mètres de Ouais, ce profondeur. qui est énorme. Alors, c'est pas le plus gros de mes poissons. J'ai fait quelques poissons dans ces eaux-là, dans ces profondeurs-là, pardon, parce que je les voyais à l'échosondeur. Et j'ai tenté. Alors, c'est vrai que c'est toujours surprenant la première touche qu'on fait dans ces profondeurs-là. Mais en moyenne générale, quand même, on tourne plutôt entre 0 et 14-15 mètres, ce qui est déjà quand même pas mal. Sur les périodes estivales, c'est des poissons qui bougent énormément et parfois qui passent entre 0 et 1,50 m d'eau. D'accord. Et si jamais, il faut vraiment échelonner sa pêche en termes de profondeur, surtout si on pêche par exemple une zone où on estime que les poissons vont passer un grand linéaire. C'est vraiment intéressant de pêcher en escalier Pour les pour intercepter. les intercepter et de surtout éviter de pêcher les mêmes profondeurs, sauf si on sait que les poissons passent à cette profondeur-là, quoi. Mais si on doit chercher, vaut mieux faire en escalier, mettre les montages en escalier pour justement voir dans quelle profondeur elles passent. C'est souvent des lacs qui sont très convoités par les pêcheurs de carnassiers. Oui. Est-ce que c'est un paramètre que tu prends en compte?
ou que tu as pris en compte pour le choix des zones, le choix des postes, par rapport Oui. aux axes de pêche, pour pas être dérangé. Alors, en général, oui, souvent, j'ai quand même, au bout d'un moment, quand j'ai compris un petit peu les cycles des poissons, comment ils se déplaçaient sur ces grands lacs-là, j'amorçais quand même assez fort parce que c'est des poissons qui sont assez opportunistes, donc il faut les conserver un temps donné, si de toute façon ils continueront leur chemin. Et les pêcheurs de carnassiers, j'avais plutôt sympathisé parce qu'on retrouve souvent les mêmes. Et du coup, ils venaient pêcher les périphéries de mes zones amorcées. D'accord. Et ils faisaient souvent des poissons. Et ça m'arrivait de leur dire bah, j'enlève les cannes, faites votre pêche, les gars, il n'y a pas de souci. Et eux, souvent, me donnaient aussi des infos en disant bah, tiens, on a vu des poissons sauter C'est là-bas. vrai que c'est souvent des bonnes sources d'informations. Ils sont beaucoup Exactement. sur l'eau. Donc, j'ai jamais eu trop de soucis. L'avantage sur ces lacs de Non, profondeur. c'était pas une histoire de soucis. Moi, Mhm. ce que j'aurais aimé savoir, c'est plus est-ce que pour pouvoir laisser les cannes pêcher Ah oui. et que par exemple un éco-sondeur ou un moteur d'un bateau qui passe, j'ai dit des pêcheurs de carnassiers, mais ça pouvait être éventuellement des pédalos, des plaisanciers, Oui. viennent déranger le comportement des poissons. Alors, si c'est des faibles profondeurs, ça pourrait le faire. Le moteur électrique, je pense que ça, c'est vraiment. Le moteur électrique, l'éco-sondeur, c'est vraiment les deux choses sur les poissons qui peuvent vraiment, pour moi, avoir un impact négatif, surtout sur les endroits un peu pêchés. Après, tout ce qui est pédalo, baigneur, etc., je trouve que c'est quelque chose, au contraire, des signaux très positifs, D'accord. qui remue énormément l'eau. C'est tout ce qui est immergé, les éléments dans l'eau. Enfin, vous allez me dire un pédalo, tu vas me dire un pédalo, c'est pas dans l'eau, mais c'est des choses sur lesquelles les poissons n'ont pas, je pense, associé de danger. Et du coup, c'est assez positif pour moi. Alors que l'éco-sondeur et le bateau, c'est vrai que si toute la journée j'ai des barques qui tournent sur les spots, je vais plutôt avoir tendance à délaisser, à amorcer et délaisser la zone et y revenir un petit peu plus tard. Et pas la pêcher lorsqu'il y a trop d'ondes négatives, entre guillemets, projetées sur la zone. C'est pas forcément des choses qui me font rester sur les secteurs de pêche. Ok, ce que je te propose maintenant, c'est qu'on essaye de détailler une pêche et essayer de donner quelques informations techniques pour la personne qui souhaiterait démarrer ou attaquer une pêche sur ce genre de milieu. Oui. Comment est-ce que tu gérais, toi, ta préparation en termes de matériel, en termes d'appât? Qu'est-ce que tu prévoyais? Alors, tout dépend si on sait où pêcher ou pas, ou si on part vraiment à l'aventure. J'ai eu plusieurs stratégies. La plus simple, c'est moi je pêche beaucoup avec des appâts flottants. C'est de partir avec peu d'appâts et de miser tout sur la localisation. C'est ce qui permet en termes d'intendance d'avoir le minimum et d'être très très mobile. Et d'avoir peut-être un sac évidemment avec un petit peu de pelet ou un petit peu d'appât, un petit peu de billes ou des noix tigrées si vraiment à un moment donné les nuisibles sont présents. Mais peu d'appât et beaucoup de mobilité et peu de sommeil. C'est souvent les paramètres qui te permettent de faire des poissons et de les trouver. Plutôt que de partir avec beaucoup beaucoup de matériel en se disant je vais faire un énorme carton, ça peut arriver hein, effectivement, mais au début si on est plutôt en train de rechercher, moi je suis plutôt dans une approche de ce type-là, de traquer, essayer de trouver les poissons, et parfois un pot de pop-up, ça peut suffire. Hein. Si on pêche sur les poissons, il faut pas rêver, ils resteront pas très très longtemps sur la zone, sauf si vous trouvez une zone de tenue sur ces lacs-là, bravo, si vous tombez dessus du premier coup. Mais plutôt voilà, être mobile dans un premier temps. Une fois qu'on les a trouvés, en revanche, là, si on revient, on peut revenir avec d'autres perspectives, et là, on peut commencer à amener plus d'appât, notamment pour essayer de préparer les coups. Donc, dans un premier temps, tu serais plutôt du conseil de leurrer plutôt que de nourrir. Oui, 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 oui. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas avoir stocké des appâts quelque part. Et puis, bah, justement, en essayant de leurrer, on les a trouvés. On a un peu de temps devant soi, les poissons restent dans la zone. À ce moment-là, ça peut être intéressant justement d'en mettre un petit peu plus. Mais si c'est vraiment pour découvrir, souvent les grands lacs, ça peut faire peur entre guillemets par rapport à la superficie et puis surtout l'intendance. L'intendance pour être autonome en batterie, autonome en nourriture, autonome en eau. Donc s'il faut se recharger avec, je sais pas, 50 kilos d'appât tout de suite, ça peut tout de suite dans la tête de certaines personnes dire bah c'est pas pour moi. Mais on peut très bien faire des poissons en grand lac avec peu de matériel, entre guillemets au niveau des appâts. Mais faut pas négliger la sécurité, on est bien d'accord. Mais en termes d'appât, on peut se permettre de ne pas partir avec grand chose. Tu Ce que nous je as... faisais au début d'ailleurs, je partais avec tout au début, ça m'est arrivé, je te coupe, mais Pas de souci. ça m'est arrivé de partir avec un seau d'appât. Et ouais, ça me paraissait pas court, en fait, entre guillemets. Ok. Oui, puis tu as forcément possibilité au cours de session d'aller faire C'est une ça, recharge en appât, en nourriture. exactement. Il faut pas se mettre des barrières, comme tu dis en fait. C'est ça. Alors par contre, il faut pouvoir bouger. Oui. C'est sûr que si on est sur un secteur où il y a beaucoup, beaucoup de pêcheurs,
c'est un des paramètres dont on n'a pas parlé, mais effectivement, la liberté. J'ai pêché aussi une époque où il y avait quand même beaucoup de pêcheurs, mais j'étais pas trop embêté. Surtout que la période estivale, la plupart des gens partent en vacances. J'avais la chance de pouvoir encore pêcher, moi. Et du coup, il y avait moins de pêcheurs de carpe, ce qui me permettait d'avoir une mobilité, une liberté sur ces lacs-là. Et ça n'a pas de prix de pouvoir pêcher où on le souhaite quand on veut, quoi. Voilà. Tu nous as parlé d'appât et que tu emportais qu'un seau. Tu serais plutôt du conseil à utiliser du pelé, de la bille, de la noix tigrée. Quel appât tu choisirais? Alors aujourd'hui, je l'habille sans problème parce que je pense que c'est vraiment. Avoir confiance en ses appâts, c'est la base. Parce que potentiellement, c'est des poissons qui n'ont jamais vu de bouillette. C'est ça, ça peut être le cas, tout à fait. Donc, miser sur les graines, les graines, bon, ça plaît aux poissons, hein, c'est indéniable. Partir avec un pot de maïs doux, on sait que ça va plaire aux poissons. Avec du maïs, des noix tigrées, ça va plaire aux poissons. Des appâts aujourd'hui, en termes, sont quand même assez efficaces. Il y a quand même des poissons qui comprendra, je pense. Allez, je me mouille un peu, mais des poissons qui peut-être comprendra jamais avec une bouillette. C'est possible, hein, j'y crois. J'ai déjà vu des comportements sous l'eau, pas en grand lac, hein, mais des comportements sous l'eau où les poissons ont plutôt tendance à partir sur les graines que sur les bouillettes. Ça m'est déjà arrivé il y a quelques années. Alors, est-ce que c'était anecdotique? Mais en tout cas, ça existe. Donc, il faut peut-être prendre un petit peu des deux pour être sûr de pas se retrouver démuni si on propose quelque chose, que les poissons sont là et que ça ne mord pas. Pouvoir avoir une alternative, ça peut être intéressant. Alors, j'ai un peu botté en touche entre bouillettes et graines. Je pense qu'il faut un peu des deux, en fait, pour être sûr de réussir sa pêche si jamais ça plaît pas, quoi. Donc un peu de bouillette, un peu de graines et surtout un peu de pop-up. Ouais, alors moi, oui, moi je suis plutôt dans l'approche à leurrer, effectivement, sur des poissons qui sont pas trop méfiants. Le fait de présenter, alors je décolle pas C'est ce que j'allais te demander. Est-ce qu'il y a un montage qui t'a réussi particulièrement? J'ai beaucoup pêché avec un montage combiné, toujours avec l'articulation proche de l'hameçon assez souple, et le reste plutôt rigide pour que ça se dépose correctement. Et derrière que ça ait un minimum de présentation un petit peu naturelle. Mais j'ai toujours décollé aussi, pas beaucoup, de 1 ou 2 ou 3 centimètres pour que ça présente bien selon les aspérités, parce que sur ces lacs à pente, de toute façon, je pense que si jamais ça se met vraiment dans un caillou, ça tombe entre deux cailloux, ça pêche pas très bien. Le fait d'avoir en tout cas c'est dans ma tête, hein, j'ai pas plongé sur tous les spots, mais à un moment donné, ça permet d'être sûr que ça présente à peu près correctement. Donc la pop-up, je ne veux pas dire que ça m'a pas réussi, hein, parce que j'ai fait des jolies pêches, mais peut-être qu'en pêchant autrement, j'aurais peut-être fait de plus jolies pêches, je sais pas. En tout cas, quand on est à la recherche de poissons et d'informations, on peut miser sur la carte de la sécurité dans un premier temps. Oui, je pense qu'il faut que ça pêche. Il n'y a rien de pire que de voir les poissons, de proposer, et puis de se dire finalement, ça pêchait pas. Ouais, c'est sûr. Eh ben écoute, merci Pascal pour toutes ces informations. On va clôturer là-dessus et puis on va passer à notre rubrique numéro 3. Eh ben merci à toi, Max. C'est parti. On est parti pour notre troisième rubrique, la tuile de Pascal Koalik. Je te propose Pascal de nous raconter une petite anecdote qui t'est arrivée au bord de l'eau. Ah oui, bah on va partir sur les grands lacs, hein, c'est la thématique, mais il m'en est arrivé pas mal, hein, des choses. Mais, comme à beaucoup d'entre nous, j'ai l'impression. Oui, bah, je pense que toute l'équipe, avec toutes les heures de pêche qu'on a derrière nous, forcément, à un moment donné, il se passe des choses. Et ben moi, toujours sur un grand lac, j'étais à l'époque encore vraiment, vraiment au taquet pour être dans les bonnes heures de pêche. Donc je traverse une baie, j'arrive avec mon bateau, mon annexe. Je me mets sur la berge, je pensais que les poissons étaient là, donc je mets le bateau sur la berge, je commence à préparer mes montages, etc. Et là, d'un seul coup, je me retourne rapidement et le vent se levait. Et je vois un bateau à une centaine de mètres et je dis tiens, il y a un bateau qui vient d'arriver, j'avais pas fait attention, je dis mince, bon, bah, il faut quand même que voilà, je regarde où ils vont aller et puis bah, je vais aller pêcher après. Je finis mes montages, je me retourne et en fait je m'aperçois que c'était mon bateau qui était parti, qui s'était détaché. Et là, le problème, c'est que c'était vraiment très, très grand. Là, le grand moment de solitude, parce que je me retrouve sur une pointe, pas d'accès routier, pas de bateau. Il était quoi? Il devait rester peut-être 2-3 heures avant que la nuit tombe. Et bah, là, je me suis retrouvé bien dans l'embarras. Heureusement, j'ai appelé des copains qui sont venus tardivement. Et on a passé notre nuit à chercher un bateau. Donc, ça a été un grand moment de solitude. On l'a retrouvé très, très difficilement. J'ai pas pêché, du coup. J'ai pas pu pêcher. Donc là, c'était quand même la première tuile. Sur le coup, on se retourne et on se dit comment je vais faire? Parce que là, la nage, non. Je suis bon nageur, mais quand il faut faire plusieurs kilomètres. Bien sûr, surtout quand la nuit approche. Voilà, on prend pas le risque. C'est pas le but du jeu. Et puis c'est là qu'on se dit, même une annexe qui nous paraît assez importante, finalement, quand elle part à l'horizon, on se sent tout petit, quoi.
Donc voilà, attachez bien vos bateaux. Voilà. Si Ok, c'est possible. merci Pascal. Et puis j'en ai une deuxième, alors là, qui est pas du même registre, Ok, si tu le permets. allez, vas-y, je t'en prie. Rapidement, un petit café, je vous le conseille à tous. Si vous avez un problème de toux, vous pouvez essayer. Non, plus sérieusement, une cafetière italienne qui avait été laissée le matin. On a bu le café, en fait, on a fait le café, donc café monté dans la cafetière italienne, on l'a bu. Et juste au moment où on allait partir, on se dit, bon, bah, c'est bon, on retourne à la cafetière pour enlever l'excédent. Et là, 2 limaces, il restait que la peau des limaces. Et en fait, on avait bu un café à la Desséché. limace. Voilà, elles avaient bouilli avec le café et là, j'avoue que ça fait saliver très 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 fort. Voilà, il ne s'est rien passé, on est resté en bonne santé derrière, mais sur le coup, ça marque un peu. Ça doit faire bizarre. Ok, merci Pascal Je t'en prie. pour ces anecdotes. Dernière partie Pascal, les questions flash. Alors le principe il est très simple. J'ai préparé quelques questions pour toi. J'ai eu un petit coup de main de toute l'équipe, je te Oulala. rassure. Et tu dois me répondre assez rapidement. D'accord, pas de souci. On est parti? Ouais, c'est Allez, parti. alors les premières, je te rassure, les premières sont assez faciles. Alors déjà, pour commencer, j'aimerais savoir quels sont tes objectifs pour l'année qui arrive. Objectif pour l'année qui arrive, continuer sur les Grands Lacs, voilà, avoir les frissons quand j'avais arrivé en Grand Lac et puis prendre les plus beaux poissons possibles. J'aurais aimé savoir aussi si tu as été influencé par certains pêcheurs. Oui, j'ai été influencé. Alors, il y a plein de pêcheurs, notamment des pêcheurs. Max Cotis, c'était le premier pêcheur qui m'a influencé. J'ai regardé ses vidéos, j'ai dévoré ses vidéos. Je trouvais qu'il était le flegme anglais, et puis c'est avec lui que j'ai appris le plus au travers des vidéos. Je ne l'ai pas rencontré, mais c'est vraiment les premières vidéos qui m'ont donné envie de pêcher la carpe. Ça marche. Tu nous as dit que tu pêchais beaucoup les grands lacs et que tu avais des frissons à chaque fois que tu arrivais au bord d'un grand lac. Il y a encore des endroits qui te font rêver, autres que ces lieux-là? Oui. Ou alors un lac en particulier? Oui, sur les grands espaces, les très très grands lacs. Alors, on n'a pas parlé de superficie, mais à partir du moment où on dépasse les milliers d'hectares, oui, c'est quelque chose qui me fait encore vraiment triper. Il y a des lacs alors dans d'autres pays, en Espagne. Il y a d'autres lacs dans d'autres pays. Dès que c'est montagneux, dès que l'eau est un peu transparente et dès qu'il y a un mystère, j'ai envie de dire, s'il n'y a pas de carpe, presque, je vais essayer d'en trouver, quoi. Non, mais ça me donne vraiment envie de gratter ces lacs-là et de faire les plus beaux poissons possibles. Ça coche beaucoup de cases dans ma tête, quoi. Pascal, tu es aussi professeur des universités, tu nous as dit tout à l'heure dans ta présentation. Ouais. Si un jour un de tes élèves arrive en retard en te disant qu'il a fait un gros poisson et qu'il a dû prendre des belles photos, qu'est-ce que tu lui répondrais? Alors, je le croirais, je pense, mais il faudra qu'il montre les photos déjà, ça c'est sûr. Mais pour l'anecdote, ouais, j'ai pas mal d'étudiants qui pêchent la carpe. Donc, je me fais souvent dans les couloirs, j'entends, tiens, ce week-end j'étais à la pêche. Il y en a qui pêchent, il y en a qui pêchent pas, c'est juste pour essayer de chambrer un petit peu ou de rigoler un petit peu. J'ai pas mal d'étudiants qui pêchent la carpe et du coup, j'ai pas eu le cas dont tu viens de parler. Par contre, ouais, ils viennent souvent parler pêche avec moi et donc c'est sympa ça. Il y a aussi des infos qui ont fuité lors du dernier tournage du battle numéro 1. On aurait aimé savoir comment tu as aidé Nico à gagner le premier battle. Oui, c'est ça veut dire ça. Alors Nico, non, Nico, je lui ai juste fait des réglages d'éco-sondeur. Voilà, j'ai fait des réglages d'éco-sondeur pour voir les gruinages et c'est vrai que peut-être, je dis bien peut-être, ça l'a aidé. Mais après, je suis allé voir Juju. Je suis allé voir Julien et on a essayé aussi de dégrossir une zone. On a passé un super moment ensemble il y a très peu de temps cet été pour tourner un super film. Oui. On a pris beaucoup de plaisir. Je suis d'accord. Et j'aurais aimé savoir comment tu as fait pour te remettre de ta chute. Ah, la fameuse chute. Ah bah la chute, non, t'as été très bon déjà parce que tu m'as suivi, t'as rien loupé, bravo, félicitations. Mais non, j'aurais pu me faire mal, mais je me suis bien remis. Non, très bien, c'était un bon moment. Il y avait tout dans cette session, donc c'est à renouveler. Mais la chute, non, tout va bien. Les poignets sont là. Par contre, c'est sûr, le genre de chaussures comme ça qui glissent beaucoup, c'est fini. À bannir. Exactement. Ça marche Pascal. Bon, je te remercie en tout cas, on a passé un super moment ensemble. J'espère aussi que ça vous a plu. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode du podcast des renards sur la chaîne Fox International. Eh ben, merci Matt, avec grand plaisir. À bientôt Pascal. À bientôt. Salut. Salut.